Il y a ce phénomène complètement fascinant qui se produit chaque année en mars. Les jours rallongent à une vitesse folle, le soleil réapparaît, la nature bourgeonne, bref. On a tous cette image d'un interrupteur biologique hyper simple, tu vois. Genre, la lumière s'allume et boum, notre énergie est censée faire un bond spectaculaire. Ouais, l'attente culturelle est vraiment énorme à ce moment-là. L'équation semble tellement logique en fait. Fin du froid plus retour du soleil, ça égale vitalité immédiate. On s'attend à une transition super binaire. Sauf que, et c'est là que ça devient dingue, les données cliniques montrent exactement l'inverse. C'est paradoxal, mais c'est précisément à cette période que les cabinets médicaux, ou même les spécialistes en chiropraxie, enregistrent des pics massifs d'épuisement profond. Ah oui, c'est la période des salles d'attente pleines à craquer. C'est ça, ouais. On parle d'une fatigue de plomb, d'une irritabilité qui sort de nulle part, d'un vrai brouillard mental. Ça contredit totalement l'allongement des jours. Et c'est pas un manque de volonté, hein, c'est un véritable crash métabolique. En fait, la physiologie humaine, elle n'a pas de bouton on-off. Ce phénomène a un nom clinique très précis, c'est l'asthénie printanière. L'asthénie printanière, d'accord. Ouais, c'est ni un mythe, ni une petite faiblesse psychologique passagère. Il faut vraiment imaginer le corps comme un système d'horlogerie super complexe qui, d'un seul coup, doit s'ajuster à des tas de variables en même temps. Des variables comme la météo, ce genre de choses? Exactement. Il y a la pression atmosphérique qui change, les variations brutales du taux d'humidité, les températures qui font le yo-yo d'une heure à l'autre, et surtout la photopériode. Le temps d'exposition à la lumière, c'est ça? Voilà, la durée de la lumière du jour. Notre horloge interne doit se recalibrer complètement face à ça, et ça demande un effort énergétique colossal en coulisses. Le corps est littéralement en plein travail de maintenance. Eh bien, je suis ravi qu'on aborde ça, hein, parce qu'aujourd'hui, l'objectif de notre analyse, c'est justement de plonger au cœur de cette maintenance. On entend parler de nettoyage de printemps à toutes les sauces, souvent de manière hyper superficielle, genre il faut juste boire du jus de citron. C'est clair, le fameux jus de citron le matin. Voilà. Du coup, pour comprendre ce qui se joue vraiment, on a compilé une montagne de sources super pointues. On a de la chronobiologie, des protocoles de nutrition hépatique, des analyses sur le sommeil, de la biomécanique avec le yoga, et même, ça c'est génial, de la chimie cosmétique et de l'aménagement d'intérieur. Un programme bien chargé? Grave. La mission, c'est d'extraire la science derrière ce changement de saison et de construire une approche globale, holistique et sans aucun stress pour réaligner notre biologie avec notre environnement. Je suis prête. Et le point de départ de tout ça, de ce réalignement, il se trouve dans la biochimie pure. Face à cette asthénie printanière dont on parlait, le mot détox est balancé un peu partout. Ah, ça, c'est le mot magique du printemps. Ouais, souvent pour te vendre des régimes super privatifs ou des jus miracles hors de prix. Mais les recherches en chronobiologie nous montrent une réalité tout autre. Le mois de mars, d'un point de vue évolutif, c'est la période optimale pour l'activité de nos organes émontoires. Les organes qui filtrent les déchets, on est d'accord. C'est ça, avec le foie en tant que chef d'orchestre absolu. Mais c'est là qu'il y a un énorme contresens dans la culture populaire, tu vois. On associe souvent le nettoyage interne et la famine. Oula, oui. L'idée reçue, c'est vraiment que pour nettoyer le système, il faut arrêter de manger. Faire des jeûnes drastiques ou ces fameuses monodiètes à base de pommes pendant 7 jours. Une horreur pour le corps. C'est ça. Quand on décortique les protocoles nutritionnels de nos sources, on découvre que priver le corps de nourriture, c'est littéralement la pire stratégie possible pour le foie au printemps. Ah mais totalement. Le mécanisme hépatique est redoutablement complexe et il a besoin d'un carburant hyper spécifique. En fait, la détoxification naturelle du foie se fait en 2 grandes phases enzymatiques. Ok, décortique-nous ça. C'est quoi la phase 1? Lors de la phase 1, le foie attrape une toxine liposoluble. Donc une toxine qui est stockée dans nos graisses. Exactement. Il l'attrape et la transforme chimiquement. Mais le gros problème de cette phase, c'est que la transformation crée ce qu'on appelle un métabolite intermédiaire. Et ce truc peut être encore plus réactif et dangereux que la toxine de départ. Attends, donc le foie crée une substance encore plus toxique au milieu du processus? Voilà, temporairement. Et c'est là que la phase 2 est vitale. La conjugaison. Le foie doit absolument attacher une molécule à ce métabolite pour le rendre hydrosoluble. Comme ça, hop, il peut être évacué par les reins ou les intestins. D'accord, je vois le mécanisme. Et le truc, c'est que cette phase 2, elle carbure littéralement aux acides aminés. Donc il lui faut des protéines et des composés soufrés. Donc, si on s'affame avec, je sais pas, une cure exclusive de jus de céleri pendant 5 jours, on active la phase 1, on libère des métabolites hyper toxiques dans le sang, mais Mais on ne donne pas au foie le soufre ou les protéines pour la phase 2.
C'est dingue! Les toxines restent bloquées, elles recirculent et ça aggrave la fatigue. C'est le fameux effet rebond où tu te sens encore plus mal en faisant ta détox. C'est fascinant. Moi, j'aime bien imaginer le foie comme une usine de traitement des déchets de très haute technologie. On ne rend pas cette usine plus performante en coupant l'électricité ou en arrêtant de payer les ouvriers, tu vois. Très belle analogie, ouais. On doit lui livrer les bons matériaux de construction. L'ail, l'oignon, les crucifères comme le brocoli ou le chou, ça apporte ce fameux soufre. Et il faut aussi la logistique pour sortir les poubelles une fois que c'est traité, ce qui demande genre 25 à 30 grammes de fibres solubles et insolubles par jour. Et en parlant de logistique d'évacuation, il y a un mécanisme neurologique et musculaire complètement fou qu'on néglige tout le temps. C'est l'un des piliers de notre immunité, c'est le complexe moteur migrant. Oui, j'ai croisé cet acronyme dans les sources gastro-intestinales, le CMM. Le CMM, oui. Honnêtement, complexe moteur migrant, ça sonne plus comme une pièce de moteur de voiture ou un front nuageux qu'un truc qu'on a dans le ventre. Ça marche comment concrètement? C'est l'équivalent d'une puissante onde électromécanique. Imagine une série de grosses contractions musculaires qui viennent balayer l'estomac et l'intestin grêle pour expulser toutes les bactéries résiduelles, les toxines et les débris vers le côlon. Une sorte de coup de balai interne. C'est un processus d'auto-nettoyage fondamental. Mais la subtilité, et c'est là que notre mode de vie moderne vient tout saboter, c'est que ce CMM s'interrompt net à la moindre ingestion de nourriture. Ah ouais, genre instantanément. Instantanément. Dès qu'une seule calorie entre dans le système, paf, le corps bascule du mode nettoyage au mode digestion. Pour qu'un cycle complet de balayage se fasse, il faut un état de jeûne d'environ 4 heures. Ok, donc le grignotage permanent dont on a tellement l'habitude, c'est l'ennemi absolu du nettoyage printanier. L'ennemi juré, ouais. Si on prend un café sucré à 10 heures, puis une petite poignée d'amandes à 11 heures en pensant bien faire, en fait, on court-circuite cette onde de nettoyage à chaque fois. Exactement. Il faut vraiment restructurer ses journées avec de vraies pauses digestives de 4 heures. Et pour accompagner ça, les données pharmacologiques mettent en avant un outil naturel très spécifique, c'est la sève de bouleau. Et là, il y a une distinction capitale à faire. Ah oui, attention aux arnaques. Parce que les rayons des magasins sont blindés de jus de bouleau. Or, le jus, ce n'est qu'une simple décoction de feuilles infusées dans l'eau. Rien à voir. La sève, elle, c'est le liquide nourricier puisé directement dans l'arbre au tout début du printemps. C'est un fluide hyper chargé en minéraux et oligo-éléments qui agit comme un draineur physiologique incroyable. Mais attention, son administration suit un protocole strict. C'est pas juste un petit verre comme ça au hasard. Non, pas du tout. La posologie clinique, c'est 60 ml purs ingérés le matin, strictement à jeun. Et après, il faut respecter une fenêtre d'attente de 15 minutes avant de manger quoi que ce soit de solide pour que le liquide passe la barrière gastrique. Ça dure combien de temps ce protocole? 21 jours, ça correspond au cycle moyen de renouvellement de nos cellules. Mais il faut vraiment préciser un truc important, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des contre-indications, oui. Des contre-indications formelles. Pas pour les enfants de moins de 7 ans, parce que leur foie est trop immature, pas pour les femmes enceintes, et surtout pas pour les personnes sous traitement anticoagulant à cause des interactions métaboliques. C'est hyper clair. Bon, là on vient de voir comment soutenir le système de filtration interne, du foie jusqu'aux intestins. Mais en croisant ces données avec celles sur la santé environnementale, il y a une grosse contradiction qui saute aux yeux. Laquelle? On passe un temps de dingue à optimiser ce filtre interne pour ensuite le saboter complètement avec ce qu'on fait entrer dans le corps. La nutrition gère la chimie, ok, mais les outils qu'on utilise pour préparer nos repas détruisent souvent tout cet effort. L'ironie de la poêle à frire. C'est exactement ça. Les études sur la charge toxique sont alarmantes. Préparer un repas blindé d'antioxydants, censé être parfait pour le foie, mais le faire chauffer dans un contenant en plastique au micro-ondes. Ou dans une poêle en téflon toute rayée. Voilà. Ça annule tout le bénéfice. Sous la chaleur, les polymères dégradés et les composés perfluorés migrent direct dans les graisses de la nourriture. Ce sont des perturbateurs endocriniens massifs. Ça va mimer nos hormones, saturer nos récepteurs et surcharger immédiatement ce pauvre foie qu'on essaye de soulager depuis tout à l'heure. C'est fascinant de voir à quel point les gens peuvent être obsédés par l'achat d'un brocoli parfaitement bio pour au final le faire cuire dans une poêle rayée qui libère du plastique. L'ustensile est aussi important que l'ingrédient en fait. Faut repasser d'urgence à la fonte brute, l'acier inoxydable ou le verre. Et il y a souvent un gros blocage psychologique là-dessus. Le budget. Budget, oui. On se dit que manger pur et s'équiper durablement, ça coûte une blinde. Sauf que les données d'un plan nutritionnel structuré sur 7 jours, fait exprès pour réduire la rétention d'eau typique de l'hiver, ça déconstruit totalement ce mythe. Ça coûte combien à peu près?
Avec des ingrédients bruts, de qualité, on est entre 85 et 110 € pour une personne par semaine. C'est très souvent moins cher que de cumuler des plats préparés ultra transformés. Surtout qu'on mise sur des végétaux hyper abordables, comme les plantes amères, l'artichaut, le pissenlit, la roquette. L'amertume, d'ailleurs, ce n'est pas juste un goût, c'est un véritable signal d'alarme pour la biologie. C'est un chef-d'œuvre de l'évolution. Dès que ta langue détecte un composé amer, paf, elle envoie un signal via le nerf vague, direct au système digestif. Et ça déclenche quoi? Une réaction en chaîne, tu salives plus, ton estomac sécrète de l'acide chlorhydrique, mais le plus important, la vésicule biliaire se contracte violemment. Elle éjecte la bile dans l'intestin. La fameuse bile. Oui, ça agit comme un détergent naturel pour émulsionner les graisses, et surtout, c'est le taxi que le foie utilise pour évacuer les toxines de la phase 2 dont on a parlé. D'accord, donc l'amertume force la chasse d'eau, en gros. C'est ça, on s'assure que les déchets ne stagnent pas. Et le résultat qu'on voit sur la balance, c'est une perte ultra rapide de rétention d'eau. On parle souvent de 2 à 4 kilos en quelques jours. Incroyable. Donc, la chimie digestive et la gestion de nos poils en téflon sont en place. Sauf que, pour sortir ces liquides chargés de déchets hors de nos tissus, la chimie toute seule, ça suffit pas. Il faut une pompe. Il faut une pompe mécanique. Ce qui nous amène à une structure de notre anatomie qui est souvent complètement zappée. Le système lymphatique. C'est le réseau d'égout cellulaire de notre corps. Le système sanguin, il a une pompe centrale ultra puissante, le cœur, pour faire circuler le sang. Le système lymphatique, lui, il est totalement passif. Il n'a pas de moteur. Aucun moteur. Et pourtant, il doit collecter les globules blancs morts, les grosses protéines et les toxines qui sont trop grosses pour les vaisseaux sanguins. Sans cœur pour la pousser, la lymphe dépend à 100% de la pression externe. C'est pour ça que toutes les recos physiologiques du printemps parlent de mouvement et de thérapie par le chaud et le froid. La douche écossaise, par exemple. L'alternance chaud-froid, oui. C'est pas juste pour se réveiller en souffrant. C'est clair, la chaleur ouvre les vaisseaux, c'est la vasodilatation, et le froid brutal les resserre direct, la vasoconstriction. C'est un effet de pompage direct sur les vaisseaux lymphatiques de la peau. Et c'est le même principe pour le brossage à sec du corps avant la douche. On vient littéralement pousser les fluides vers les ganglions. Et du côté de la biomécanique, les protocoles de yoga printanier sont hyper intéressants là-dessus. Le but, c'est pas de faire des acrobaties, c'est la compression interne. Avec des postures très précises. Oui, les torsions vertébrales assises ou les fentes basses, ce qu'on appelle la posture du chevalier servant. Ces postures créent une vraie variation de pression intra-abdominale. En fait, quand tu fais une torsion profonde, tu viens compresser physiquement tes organes. Le foie, la rate, les intestins. Ça force le sang vicié et la lymphe pleine de CO2 à fuir les tissus. Et quand tu relâches, hop, du sang neuf, bourré d'oxygène revient. C'est d'un massage profond des tissus. C'est une image tellement parlante. En fin d'hiver, notre système lymphatique engorgé, c'est exactement comme une grosse éponge dense imbibée d'eau sale. Tu peux pas juste la regarder et espérer qu'elle sèche. Non, ça marche pas. Il faut l'attraper, la tordre avec force, l'essorer jusqu'à la dernière goutte. Et c'est seulement quand tu relâches la pression qu'elle peut absorber de l'eau claire. L'essorage mécanique avant l'hydratation. Et tiens, ça s'applique aussi de façon dingue à notre peau, notre plus grand organe. La transition dermatologique du printemps, c'est radical. En hiver, avec le froid dehors et le chauffage à fond dedans, l'air est hyper sec. Du coup, pour éviter que l'eau de notre peau ne s'évapore, on se tartine de crème dense, pleine de lipides. Un vrai bouclier gras. Un bouclier, oui. Mais au printemps, les températures montent, l'humidité revient et notre propre production de sébum redémarre. Si on garde ce bouclier gras en mars, on crée une espèce de serre suffocante pour la peau. Les pores se bouchent, on a le teint gris. L'oxydation s'accélère, c'est la cata. La règle, c'est d'abandonner le gras pour privilégier l'eau. Mais avant d'hydrater, il faut virer les cellules mortes de l'hiver. Avec un gommage. Très doux, le gommage. Les experts recommandent des trucs comme la microdermabrasion à la silice. Les particules sont sphériques, donc ça ne raille pas la peau. Ah oui, pas les trucs à gros grains qui arrachent tout. Voilà. Ou alors des Lemasco CBD qui calment l'inflammation cutanée pendant qu'on exfolie. Et une fois que la peau est nette, on hydrate avec de l'acide hyaluronique. Le champion toute catégorie de l'hydratation. C'est une micro-éponge biologique. Cette molécule capte et retient 1000 fois son poids en eau. Ça repulpe le tissu de l'intérieur sans jamais boucher les pores. D'ailleurs, il y a un détail technique super important sur ces cosmétiques, c'est l'oxydation. Le nettoyage de printemps, c'est aussi le moment de jeter ce qui traîne dans la salle de bain. Oh oui, tout produit entamé depuis plus de 6 mois, surtout les peaux où tu mets les doigts tous les jours,
c'est poubelle. Les conservateurs meurent et ta crème hors de prix devient un vrai bouillon de culture à bactéries. D'où l'importance de privilégier les flacons dits airless, les pompes sous vide. Comme ça, pas d'air, pas de doigts, pas de bactéries. Et pour finir sur la santé de la surface du corps, il ne faut surtout pas oublier la vitamine D. L'exposition au soleil. Oui, 15 minutes par semaine d'exposition directe, genre les bras et le visage découverts, sans crème solaire, ça suffit amplement à relancer cette pro-hormone qui régule notre humeur et nos os. Bon, résumons un peu là où on en est. Le foie a ses acides aminés, le système digestif a ses 4 heures de pause, on a jeté la poêle en téflon, on a essoré la lymphe en faisant des torsions et notre peau respire. Mais, parce qu'il y a un mais, beaucoup de gens continuent de ressentir une fatigue implacable malgré tout ça. Parce que le coupable se cache ailleurs. Exactement. Le mystère ne vient pas de ce qu'on fait la journée, mais de notre environnement la nuit. Et le problème numéro 1, il est planqué dans notre chambre à coucher. Le fameux sommeil printanier. Il subit des micro-perturbations. C'est pas forcément une grosse insomnie, mais c'est une érosion subtile de la qualité du dodo. Et le premier facteur, c'est la température. Comment ça? Pour bien plonger en sommeil profond, le corps doit baisser sa température interne d'1 degré. L'hiver, ta chambre est toujours à peu près à la même température. Au printemps, c'est le chaos thermique. C'est vrai, des fois il caille à minuit, on se couvre, et paf, à 3 heures du matin, on meurt de chaud. Et ça empêche la thermorégulation de se faire correctement. Ça déclenche des micro-réveils corticaux. Tu t'en souviens pas le matin, mais tes cycles de sommeil paradoxal sont complètement hachés. Et pour contrer ça, les sources recommandent des vêtements de nuit thermorégulateurs, genre en lyocell ou en laine mérino super fine. Ça absorbe et relâche l'humidité pour garder la peau à température constante. Et le deuxième facteur de perturbation, c'est lié à notre décoration d'intérieur. C'est fou, mais notre aménagement dicte notre chimie cérébrale. Oui, la psychologie de l'habitat. En journée, on veut maximiser la lumière. Avec des voilages légers, des miroirs, ça dope la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Et les couleurs jouent un rôle physiologique dingue. Genre, le bleu et le vert abaissent la tension artérielle. C'est parfait pour la chambre. Voilà. Et les couleurs chaudes, jaune, orange, ça stimule l'énergie, super pour le bureau. Mais attends, j'ai une question là-dessus. Il y a une contradiction apparente. On a dit au début que le cerveau est hypersensible à la lumière printanière et que ça retarde notre mélatonine. Oui. Si on repeint son salon en jaune éclatant pour avoir de l'énergie la journée, est-ce que ça va pas créer une cata à 21 heures? Le cerveau va voir ce mur jaune fluo, il va se dire « Ah, c'est le soleil de midi, on bloque la mélatonine ». Alors ça, c'est une confusion hyper fréquente en neuroarchitecture. En fait, la couleur d'un mur, le pigment, il ne fait que réfléchir la lumière qu'on braque dessus. Le vrai chef d'orchestre du sommeil, c'est la température de ta source lumineuse. Les fameux degrés Kelvin. Exactement. Si tu as un mur jaune, mais que tu l'éclaires avec un gros plafonnier à LED froide ou avec l'écran de la télé à 22 heures, là, oui, c'est un signal plein jour pour ta rétine. Ton sommeil est mort. Ah, d'accord, c'est l'ampoule qui pose problème. Voilà. Si ce même mur jaune est éclairé par une petite lampe posée par terre avec une ampoule ambrée, très tamisée, un peu comme un feu de camp, bah ton cerveau n'est pas du tout perturbé. Le secret, c'est de recréer le crépuscule. Le crépuscule artificiel. C'est un outil ultra puissant. Franchement, quand on prend un peu de recul sur cette machine humaine, un schéma super clair se dessine. La transition printanière, c'est pas une question de punition ou de diète extrême. Pas du tout. C'est juste une petite symphonie d'ajustement. C'est ça. On nourrit le foie avec des protéines, on laisse l'intestin balayer pendant 4 heures, on jette le plastique, on fait 2-3 torsions pour la lymphe, et on gère notre lumière le soir. Et le mot-clé, c'est de ne pas se mettre la pression. Vouloir faire les 50 trucs en même temps dès demain matin, ça va juste exploser ton taux de cortisol, l'hormone du stress. Ce qui va aggraver la fatigue. Exactement. La biologie, ça marche par effet cumulé. Si on change juste une ampoule le soir ou qu'on achète de la roquette pour l'amertume, ça crée déjà une brèche hyper positive dans le métabolisme. Une petite victoire en amène une autre. Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion un peu provocatrice pour clore notre analyse. On a passé beaucoup de temps à parler de la charge environnementale. Le plastique, les toxines, les crèmes périmées. Oui. Mais l'élément qui revient en boucle tout le temps, le déclencheur suprême de nos hormones et de notre fatigue, c'est la lumière. Notre horloge interne est un récepteur lumineux avant tout. Et le vrai problème clinique, c'est que la majorité de la lumière qui tape notre rétine aujourd'hui ne vient pas du soleil printanier, mais de nos écrans, de nos téléphones, de nos ordis. Ce qui soulève une sacrée question.
Et si on se trompait complètement de détox depuis le début? Ah, tu veux dire par rapport à l'alimentation? Ouais, Et si, au lieu de chercher la solution dans un énième jus de légumes ou complément alimentaire, le véritable bouton reset du printemps, c'était un sevrage strict de la lumière? une déconnexion digitale totale. Voilà, 48 heures sans aucun écran, aucune lumière artificielle, un retour brutal aux simples fluctuations de l'aube et du crépuscule. Couper les compteurs pour forcer le système nerveux à retrouver son rythme de base. C'est une perspective comportementale absolument fascinante à tester. C'est une piste redoutable pour quiconque veut retrouver son acuité mentale. Au final, ce fameux interrupteur d'énergie dont on parlait au début, il n'est pas cassé. Et il n'est surtout pas caché au fond d'un smoothie. Il est juste à l'intersection de notre digestion, de nos mouvements et de notre lumière. À nous de réajuster ça en douceur. Merci beaucoup de m'avoir accompagné là-dedans, c'était passionnant, et à très vite pour une nouvelle plongée dans les rouages de notre biologie.